nord-ouest d'1 mètre. Les températures minimum 22 degrés au Gambier et aux Australes, maximum 32 degrés au Tuamotu. Demain, mardi 25 février, fête des Roméos, lever du soleil 5h57, coucher du soleil 18h26. C'était la météo avec Generali Assurance. Generali, génération responsable. C'était la météo avec la mayonnaise Kraft. Si t'es maillot, t'es Kraft. Meubles, décoration, c'était la météo avec Red Store. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur La Première. Voici les titres de l'actualité ce soir. Il aurait asséné 30 coups de couteau à sa concubine pendant son sommeil. Crime passionnel sur fond de PACA, d'alcool et de jalousie à Huahine. L'avocat général requiert 18 ans de réclusion criminelle. La loi du flot, votée à Paris, mais pas encore à Tahiti. Les professionnels de l'immobilier ne tiennent pas à voir les loyers encadrés, mais pensent plutôt défiscalisation et rénovation du parc locatif. Alors que le salon de l'agriculture bat son plein à Paris, coup de projecteur ce soir sur le secteur en Polynésie française. 1200 agriculteurs se partagent le marché, bien souvent de petites exploitations. Et puis les visites possibles à bord du Polar Star, 13 200 tonnes d'acier capables de briser les glaces polaires. Le navire est en fin de mission, il fait escale à Tahiti avant de rejoindre Seattle. 8 affaires en cette session des assises au tribunal de Papeete, des affaires de viol le plus souvent et aujourd'hui un meurtre. Un homme est accusé d'avoir tué sa compagne de 30 coups de couteau. C'était à Huahine en juin 2012, plutôt décrit comme calme et introverti. Il n'aurait pas supporté la rupture. Lucille Guichet, Patrick Tinsing. Elle aurait eu 57 ans. Mariva Kessiano a été tuée de 30 coups de couteau pendant son sommeil dans la nuit du 21 juin 2012, après une nouvelle journée de boisson avec son compagnon. Je suis très triste. J'ai envie de tourner la page et faire le deuil. Mais voilà, et personnellement et au fond de mon cœur, je ne lui en veux pas du tout. C'est arrivé, c'est arrivé. Bon, comme on dit, c'est un crime passionnel, mais c'est pas pour autant que, voilà, je veux qu'il finisse sa vie en prison. Voilà, je veux juste que ça se termine. L'accusée pense que Mariva la trompe. Elle veut quitter cet homme qui ne fait rien de la journée. Ce soir-là, sur fond d'alcool, c'est la dispute de trop. Vers minuit, son conjoint pense à la tuer, appelle 2 fois la gendarmerie qui ne parvient pas à l'identifier. À l'aube, l'homme passe à l'acte, puis tente de se suicider. Il se dit que la seule solution qui s'impose à lui et à sa concubine, c'est de la tuer. Donc c'est tout à fait les éléments d'un crime passionnel. Ça ne permet pas d'excuser son acte, ça permet tout simplement d'expliquer les circonstances dans lesquelles il est passé à l'acte. Tout au long des débats, l'accusé garde la tête entre ses mains et à la barre exprime des regrets. Mais ses souvenirs sont flous. Le mal m'a dit de faire ça, dira-t-il. Non, le mal ne lui a rien demandé de faire. En réalité, il implore Satan. C'est ce qu'il dit en cours de sa garde à vue, il implore Satan. En réalité, il implore Satan pour commettre des actes malfaisants. Voilà, c'est un habillage, rien d'autre. Le PACA, l'alcool et la jalousie, l'accusé n'aurait pas supporté l'idée d'une rupture. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Oui, l'avocat général a requis 18 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu dans la soirée. Et puis hier, un homme de 60 ans a bien failli mettre le feu à la maison de sa fille. Il a commencé à asperger les murs de l'habitation avec de l'essence avant d'être interpellé par les gendarmes. Sa fille et ses 2 enfants s'étaient réfugiés chez une voisine. L'homme, très énervé, était sous l'emprise de l'alcool. Direction la Nouvelle-Calédonie à présent. Dans un bref communiqué, Jean-Jacques Brault, le haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie, annonce qu'il se trouve, je cite, contraint de renoncer à tous ses engagements publics. Y a-t-il été contraint par l'État ou a-t-il pris lui-même cette décision pour dénoncer la gestion de la révision des listes électorales par le cabinet du ministre de l'Outre-mer? En tout cas, la forme est plutôt inhabituelle pour un haut-commissaire de la République. Nathalie Delay, vous qui observez de près la vie politique à Nouméa, quelle est votre analyse ? Comment dire les choses sans les dire, tout en les disant. C'est pour le moins un communiqué, vous le disiez, énigmatique et inhabituel pour un représentant de l'État. Il y a d'abord l'intitulé, vous allez le voir, mise au point du haut-commissaire. Étonnant, car une mise au point est en principe une réponse à quelqu'un. On peut donc s'interroger sur le sens qu'un lettré comme Jean-Jacques Brault a voulu donner à cette expression. Ensuite, dans ce bref communiqué, le haut-commissaire annonce qu'il se trouve, je cite, contraint de renoncer à tous ses engagements
logement public. Contraint par qui? S'impose-t-il lui-même cette contrainte ou lui a-t-on intimé l'ordre de se mettre en retrait? Nous en saurons peut-être un peu plus dans quelques jours, mais quand on lit enfin la conclusion de son texte où il remercie, je cite, les nombreux Calédoniens qui lui ont exprimé leur soutien ou leur encouragement à poursuivre la mission d'épanouissement de la légalité et de l'impartialité républicaine qui lui a été confiée, cela sonne d'abord comme un au revoir, mais aussi comme un reproche à ceux qui lui avaient confié cette mission, celle de défendre la légalité et l'impartialité républicaine. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Nous reviendrons sur ce sujet très rapidement puisque le haut-commissaire a annoncé qu'il participerait malgré tout à la séance du gouvernement demain. Pour le moment, sa décision n'a pas été commentée à Paris. Les journalistes ont tenté d'avoir une réaction du Premier ministre Jean-Marc Ayrault en vain. Regardez. Monsieur le haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie s'est retiré de la vie publique. Une réaction, s'il vous plaît, monsieur le Premier ministre. Vous lui avez demandé de se retirer? Attention, on est du champ, s'il vous plaît. Et Jean-Marc Ayrault doit rencontrer les 2 députés calédoniens jeudi. De son côté, le ministre Victorin Lurel recevait la première réunion du groupe de travail sur la réforme de la défiscalisation outre-mer, des travaux qui s'effectuent rue Oudinot dans le cadre du pacte de responsabilité annoncé par François Hollande. Parmi les personnalités présentes, la représentante spéciale Brigitte Girardin ou le nouveau président du CESC, Angelo Frebou. Autres travaux à l'Assemblée nationale, cette fois, Édouard Fritsch, Jonas Tahuaitu et Jean-Paul Touaïva ont déposé 10 amendements au projet de loi de modernisation et de simplification du droit des procédures. Objectif, faciliter le règlement des litiges fonciers. Parmi les suggestions des parlementaires, fixer les règles législatives pour permettre au tribunal foncier de voir enfin le jour. Les précisions d'Édouard Fritsch au micro de Patita Savia. Concrètement, on est suspendu encore une fois à la décision de l'Assemblée nationale qui devrait intervenir au mois de mai prochain. Je crois que le mérite dans cette affaire, si on peut parler de mérite, c'est de continuer à mettre sous pression Paris pour que ce tribunal foncier voit le jour en Polynésie française et qu'enfin on voit poindre à l'horizon un petit espoir sur la résolution de nos problèmes fonciers. Ce ne sera pas le miracle, mais je pense qu'effectivement le tribunal foncier aujourd'hui est attendu par les Polynésiens. Autre loi, la loi Duflot, la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Elle a été définitivement adoptée la semaine dernière par le Parlement. Elle protège notamment les locataires en plafonnant les loyers, mais aussi les propriétaires avec un fonds de garantie contre les loyers impayés. Une loi qui pourrait être appliquée en partie en Polynésie française si elle était ratifiée par l'Assemblée. Avantages et inconvénients du dispositif avec Hélène Arté et Mirko Vantfo. 170 000 francs par mois pour ce bungalow T3 à Taounoa en bord de mer. Mais pour le propriétaire, aucune garantie en cas de loyer impayé, contrairement à ce que propose désormais la loi Duflot par l'intermédiaire d'un fonds de garantie. La mesure serait la bienvenue en Polynésie par ces temps de crise, mais plafonner les loyers comme l'impose désormais la loi métropolitaine n'est pas souhaitable ici. D'ailleurs, l'heure est plutôt à la flexibilité. Oui, tout se négocie, aussi bien à la location qu'à la vente. Je ne pense pas que c'est un marché libre. Je pense que c'est bien que ça reste un marché libre. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à encadrer les loyers aujourd'hui. La régulation se fait naturellement sur le marché, donc non, je ne vois pas l'intérêt. Mais c'est le nouveau volet défiscalisation de la loi Duflot qui séduit les professionnels de l'immobilier. L'augmentation du plafond actuel permettrait de construire des appartements plus grands, T3 et T4 à loyer intermédiaire, qui manquent cruellement sur le marché à Tahiti. Pas de proposition en revanche dans la loi Duflot pour rénover le parc locatif vieillissant en Polynésie. Je pense que si là on a la loi fiscale avec la loi Duflot pour le neuf, ça serait bien qu'on ait une loi pays pour la rénovation. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui incite les propriétaires à rénover. Il y a beaucoup de logements qui sont de plus en plus vétustes. Donc, quitte à faire un effort local, autant contribuer à la rénovation. Il y en a besoin sur les façades, il y en a besoin dans les intérieurs. Donc, ce serait bien. Reste à savoir si l'Assemblée va valider entièrement ou en partie la loi Duflot, de quoi booster peut-être un peu plus le marché de l'immobilier qui montre enfin des signes d'embellie depuis début janvier.
Autre actualité parisienne, le Salon international de l'agriculture Porte de Versailles, un secteur qui fait vivre plus d'1 million de personnes dans l'Hexagone. Ici, seuls 1200 professionnels ont été recensés au 1er janvier cette année, 4 fois moins qu'en 2012. Photographie d'un secteur qui se transforme, se modernise et s'adapte. Jeanne Fanariotis, James O, Patita Savière. Sur la balance économique locale, l'agriculture pèse 15 milliards de francs par an. Bien que soumise à certaines restrictions, elle constitue l'un des secteurs socio-économiques essentiels pour la Polynésie française. On compte aujourd'hui une quarantaine d'exploitations industrielles et le reste est encore bien traditionnel. La plupart des agriculteurs cultivent de petites surfaces. Ils sont plus d'une trentaine à travailler sur un terrain de plus de 20 hectares. Pour le reste, les terres cultivées n'excèdent pas 1 hectare et parfois font à peine 2000 mètres carrés. Avec les licenciements à répétition de ces 3 dernières années, le nombre d'agriculteurs non enregistrés s'est multiplié. Il n'existe donc pas de profil type d'agriculteur. Il peut très bien labourer le matin et monter un mur l'après-midi. Pour ce qui est des produits, chaque année, 400 tonnes de salade et 900 de carottes sont apportées contre respectivement 350 et 300 produites localement. Face à ce constat, le gouvernement parle d'aider le secteur à produire plus et à monter des filières transformation. Je prends un exemple sur les produits saisonniers. Ce que nous voulons essayer de faire en ce moment, c'est d'utiliser des petites unités de transformation. Il n'y a pas très longtemps, nous avons essayé de transformer nos produits, le ourou, en flocons, en farine pour faire la purée. Le secteur agricole se transforme, se modernise et s'adapte aux évolutions de notre société et celle d'ailleurs. Résultat, les nombreux potagers bio poussent partout en Polynésie. Mais n'est pas agriculteur qui veut. Avec la nouvelle carte, cultiver la terre a permis à 1200 agriculteurs de renouveler leur statut de professionnel. Ils étaient près de 6000 en 2013. La lutte contre la filariose reprend dans les établissements scolaires. D'abord, vos enfants se verront bientôt administrer les comprimés de notésine et d'albendazole. La POD comprenait prise observée directe demeure la règle. En supervisant l'administration des comprimés, la couverture médicamenteuse a été améliorée au fil des ans. De 72,9% en 2010, on est passé de 84,8% en 2013. La POD 2014 est la dernière campagne d'un cycle quinquennal. La campagne aura lieu tout au long du mois de mars. Vous l'avez peut-être aperçu dans le port de Papeete, le Polar Star fait escale à Tahiti. Après 4 mois en mer, dont 1 mois et demi passé dans les eaux de l'Antarctique, ce brise-glace des gardes-côtes américains est le bateau à propulsion à moteur diesel le plus puissant au monde. Et pendant quelques jours, il ouvre ses portes au public. Visite à bord avec Heidi Enko et Hiro Terorotua. Le Polar Star, l'étoile polaire en français, est le seul brise-glace de sa catégorie aux États-Unis. Il aura fallu presque 10 ans pour le construire et près de 100 milliards de francs CFP, un poids lourd de 13 200 tonnes auquel les 140 membres d'équipage sont fiers d'appartenir. C'est le plus puissant navire au monde si l'on ne compte pas ceux qui ont une propulsion nucléaire. Ces moteurs ont une puissance de 75 000 chevaux et il peut briser une glace de plus de 6 mètres d'épaisseur. C'est l'équivalent d'un immeuble de 3 étages. Il y a un mois, justement, ce géant des mers brisait la glace en Antarctique, traçant un couloir vers l'île de Ross, afin que cargo et tankers puissent ravitailler la station scientifique américaine McMurdo en vivres et carburant nécessaires pour une année. Passer de l'Antarctique à Tahiti, c'est sûr, ça fait une sacrée différence. Après 34 ans de service, le Polar Star a subi de 2010 à 2013 un chantier de réhabilitation de près de 9 milliards. À la timonerie, par exemple, on trouve désormais le nec plus ultra des appareils de gestion de propulsion par géolocalisation. Des améliorations qui touchent aussi les quartiers de vie à bord, comme cette salle de sport aménagée dans une partie de la proue, près des équipements anti-incendie. Tout le matériel d'urgence est vérifié au moins une fois par mois selon les équipements. Dans sa zone cargo, l'étoile polaire peut accueillir 2 hélicoptères pour des missions de sauvetage ou de surveillance des côtes américaines. Mais l'espace est pour l'heure occupé par un caisson hyperbare prêté par la marine US. Mais le cœur de ce bateau impressionnant reste la salle des commandes des machines. C'est ici que la gestion des 2 modes de propulsion, l'une à moteur diesel, l'autre à turbine à gaz, est gérée. C'est le centre névralgique du bâtiment, notamment en zone de glace. Ce sont les destinations qui font de ce navire une unité à part dans l'univers des gardes-côtes américains. Il fait partie d'un cercle fermé de bateaux qui voguent dans les eaux de l'Antarctique. Et nous allons dans des endroits cool et très différents, où peu de bâtiments militaires ou des gardes-côtes ont l'occasion de se rendre. L'étoile polaire repartira jeudi pour Seattle avec une escale à Hawaï.
Et des visites sont encore organisées demain et mercredi de 13h à 16h30. Et comme chaque lundi, on parle sport à présent avec vous. Rohan Poutoulou, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'actualité sportive, c'est le marathon international de Mouria. Et cette polémique, les chronos n'ont pas été homologués. Expliquez-nous. À rappeler, Sibelle, que sur cette épreuve du marathon, Georges Richemont et Sophie Gardon ont obtenu les premières places, 2h26 pour Georges et 2h58 pour Sophie Gardon. Vous l'avez dit, seul bémol, la distance de la course n'a pas été homologuée. Les raisons, il manque 2 km pour le marathon, soit 40 km au lieu des 42 km pour un vrai marathon. Du coup, les chronos réalisés par nos athlètes ne sont donc pas entérinés. Également, un désaccord est intervenu entre l'association des Mouria Cup, organisatrice de l'événement, et la Fédération d'athlétisme de la Polynésie française. À l'origine du désaccord, la mention internationale qui doit être obligatoirement agréée par la fédération, ce qui n'a pas été le cas. Autre événement ce week-end, Rohan, une compétition de stand-up paddle, la première de la saison à Punaouia. Oui, une compétition attendue, le stand-up paddle Ta'aroa Race. 3 km 700 à parcourir à la force des bras. Une épreuve difficile qui a vu la victoire du barreur de DTVA, RTF, le Eito et Super Eito 2013. Il devance son aîné de quelques secondes, Georges Kronstedt, paddleur international, et son partenaire de VA, Heiva Amo Payet. Une victoire stratégique qui s'est jouée dans les derniers mètres. Je voyais que tout le monde était derrière moi, il récupérait mieux que moi. J'ai décidé de ne pas pousser, quoi. C'est que vers la fin où j'ai tout donné, avec les vagues des bateaux, ça m'a beaucoup aidé. Merci Rohan. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les dimanches à 17h45 dans Touaro Sport avec David Meitei et Théo Popoulard. Voilà. Merci. On termine ce journal avec ce savoir-faire propre à l'archipel des Australes. La 6e édition du Salon Terrar a débuté à l'Assemblée. Une 60aine d'artisans exposent jusqu'au 9 mars. Plusieurs animations sont prévues, comme une initiation au tressage ou un concours de la plus belle tenue. Petite ombre au tableau, une quinzaine d'exposants n'ont pas pu faire le déplacement suite à l'immobilisation du navire Tuhaper. Nous retiendrons comme information principale de ce journal le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie contraint de renoncer à tous ses engagements publics, du jamais vu dans l'histoire du Caillou. Dans un bref communiqué, il dit se mettre en retrait et déléguer ses fonctions. Le représentant de l'État s'était montré agacé par la question de la révision du corps électoral à 3 mois des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Le Premier ministre n'a pas souhaité réagir. La question de la semaine est relative aux dépenses de santé. Pensez-vous que vos cotisations sont bien utilisées par la Caisse de prévoyance sociale? Vous pouvez participer à ce vote par SMS au 72 30 ou sur le site internet de notre partenaire Les Nouvelles. La une des nouvelles, justement, demain, contrat de projet 2008-2014, seulement 20% réalisé. Et pour le gratuit Haïti Info, la nuit de l'horreur de Mareva aux Assises. Merci d'avoir été avec nous. À ne pas manquer ce soir sur Première, notre magazine dédié à la mer, Horizon Pacifique. Ce soir, le réalisateur Jacques Navarro nous emmène au cœur du port de Papeete. 48 heures de la vie d'un port à découvrir à 19h35. Émission suivie des experts. Très belle soirée sur notre antenne. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur polynésie-première.fr. Votre soirée sur Première. 19h35, Horizon Papeete. On suit pendant 48 heures les équipes qui vivent et travaillent sur le port autonome. 20h, alerte à Manhattan. 2 nouvelles enquêtes pour l'équipe experte de McTaylor. 21h25, couleur Brésil. Thalassa a choisi le pays de la Coupe du Monde, un pays qui bouge à toute vitesse. Horizon Pacifique, les experts Manhattan, Thalassa, tous Première ce soir. Avec les spirales Zap Jumbo Frangipanier, découvrez le plaisir d'une agréable senteur alliée à une action anti-moustique longue durée. Grâce à sa spirale large, Zap Jumbo est efficace immédiatement contre les moustiques et pendant 10 heures, tout en diffusant une délicate senteur de frangipanier. Pour offrir 10 heures de tranquillité parfumée à ceux que vous aimez, spirale anti-moustique Zap Jumbo Frangipanier. Enfin, 10 heures d'efficacité parfumée. Zap. Découvrez aussi les spirales anti-moustiques Zap Jumbo senteur Santal avec action renforcée. Zap. Bonsoir à
à tous, c'est parti pour une heure d'info. Voici nos titres avec vous, Dominique Marie, bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Dans le Grand Soir 3, nous irons tout d'abord en Ukraine. Les nouvelles autorités craignent la faillite du pays. Des autorités accusées de méthodes terroristes par le voisin russe. Dans ce contexte, que devient le président déchu Yanukovych? Nous retrouverons notre envoyé spécial Luc Laguin-Boucher dans l'est du pays, région où il pourrait s'être réfugié. À Nantes, des condamnations allant jusqu'à de la prison ferme pour 5 personnes interpellées après la violente manifestation contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Dans le Grand Soir 3, coup de projecteur ce soir sur le secteur de la machine agricole, du Made in France qui ne connaît pas la crise et des chiffres de vente à faire rêver n'importe quel constructeur automobile. Elle arrive trop tard pour sauver les hauts fourneaux d'ArcelorMittal. La loi Florange a été adoptée aujourd'hui, un texte qui doit permettre d'éviter la fermeture de sites industriels rentables. Et l'on commence bien sûr, Dominique, par la situation en Ukraine le jour d'après la révolution. La rue a peut-être gagné la partie, mais le réveil est difficile pour le pays. L'Ukraine est à la recherche de 35 milliards d'euros pour éviter la faillite. Voilà pour la situation économique. Quant au plan diplomatique, la Russie a haussé le ton aujourd'hui, doutant de la légitimité des nouvelles autorités. Frédéric Maillard. Lendemain de révolution. Après l'heure des armes, le temps des larmes, en mémoire des héros de la place de l'Indépendance. Ce soir, l'Europe est au chevet de l'Ukraine. Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne, rend hommage aux victimes de Maïdan. On a presque terrassé la bête, Yanukovych. Mais nous sommes toujours ici pour aider ceux qui se battent pour obtenir une vie meilleure. La présence de Catherine Ashton est plus que symbolique. Elle a rencontré ce soir le président par intérim pour parler des finances du pays. L'Ukraine est au bord de la faillite, appelle à l'aide, réclame d'urgence 25 milliards d'euros pour les 2 ans à venir. Car la crise ukrainienne prend un tournant économique. La Russie n'a pas tenu ses promesses d'aide financière. Sur les 11 milliards d'euros promis en décembre dernier, seulement 2 milliards sont parvenus à Kiev. Et ce soir, Moscou refuse de reconnaître le nouveau pouvoir ukrainien. Si ces types qui se baladent dans Kiev avec des masques noirs et des kalachnikovs sont le gouvernement, c'est sûr que ce sera difficile de travailler avec eux. Ici, à l'est de l'Ukraine, le bastion de Yanukovych, on attend la scission du pays pour se tourner vers la Russie. Évidemment qu'on peut être autonome. Nous produisons tout, alors qu'à l'ouest, ce sont juste des régions agricoles. Les entreprises qui prospèrent ici dépendent de la Russie. On n'a pas besoin de l'Europe. L'unité de l'Ukraine, l'Europe y tient. Elle est prête à aider, mais sous condition. D'abord, démocratie. C'est aux Ukrainiens à faire leur choix. Ensuite, unité. Il faut respecter l'unité de ce pays, de ce peuple. Comme les Ukrainiens de Maïdan, les donateurs potentiels FMI, Europe, États-Unis attendent eux aussi la nomination d'un gouvernement transitoire. En Ukraine, il y a un absent de poids de ces débats. Depuis 24 heures, l'ancien président Yanukovych est introuvable. En direct de Kharkov, à l'est du pays, région très russophile, on retrouve notre envoyé spécial Luc Laguin-Boucher. Luc, bonsoir. A-t-on une idée ce soir d'où se trouve Viktor Yanukovych ? Alors, absolument aucune. En fait, sa trace a été perdue hier quand l'ex-président Yanukovych a quitté la capitale